Welcome to Red Zone. Salut à tous, bienvenue sur Frag Zone, émission dédiée aux jeux vidéo. Donc dans cette émission, nous parlerons du jeu vidéo, bien entendu, non pas juste en tant que produit, mais aussi comme phénomène culturel, éducatif, artistique, etc., etc. Cette première émission sera dédiée donc aux jeux vidéo indépendants et en particulier nous poserons cette question: qu'est-ce que le jeu vidéo indépendant ? Dans un premier temps, nous répondrons à cette question, puis dans un second temps, on parlera de quelques jeux indés auxquels on a pu jouer avec mon compère Julien qui m'accompagne du coup. Salut tout le monde. Et quelques jeux qui nous ont plu, qu'on a trouvé intéressants. Bien sûr, ça ne représente pas le large pêle-mêle qui peut se faire dans le jeu indépendant. Ok, je pense qu'on va commencer en rentrant directement dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un jeu indépendant ? On va commencer par la question du financement, du coup. Alors, comparé, du coup, aux licences AAA, donc c'est une comparaison par rapport aux licences AAA. Les licences AAA, ce sont, on va dire, les jeux à gros budget, qui derrière eux ont des moyens financiers qui dépassent juste la question du studio et qui prennent en considération des financements venant de financiers, quoi, avec des moyens importants. Donc dans un premier temps, donc, la question du financement. Alors, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Les boîtes indépendantes peuvent donc s'autofinancer. Donc, c'est-à-dire soit par leurs fonds propres, soit par une épargne issue de leur production passée. Donc, c'est-à-dire que si c'est leur premier jeu, automatiquement, c'est leur moyen personnel, et si ils en sont à leur, deuxième, troisième, quatrième jeu, et qu'ils ont réussi à perdurer dans le milieu du jeu vidéo, ils obtiennent des fonds de par leurs anciens jeux qui leur permettent de réinjecter dans les futures créations, quoi. C'est ça. Et dans les faits, du coup, les jeux indépendants qui sont souvent des boîtes indépendantes qui sont en émergence par rapport justement aux licences AAA, on va pas avoir forcément un panel de jeux derrière soi qui va faire qu'on puisse financer des jeux facilement grâce au capital qu'on a accumulé grâce au capital de tous les autres jeux en fait. Enfin, du coup, sur la question des financements, il y a aussi les financements participatifs. C'est-à-dire que les jeux indépendants peuvent passer par des plateformes participatives comme... non, je n'ai pas forcément envie d'en citer. Peuvent passer par des plateformes participatives ou crowdfunding pour financer leur première création, admettons. Je sais pas si tu as quelque chose un petit peu plus à dire sur... Non, après le financement participatif, ouais, ça se voit pas forcément que dans le jeu vidéo indépendant, pardon, c'est... En fait, toutes les boîtes indépendantes qui concernent le cinéma, le théâtre, des projets en tout genre, en fait, le financement participatif, ça permet de financer tout et n'importe quoi à partir du moment où il y a une com qui est faite dessus et où il y a un groupe qui est mis en avant pour un projet particulier, en fait. Ouais, bien sûr. Après, faut-il encore que les personnes qui souhaitent participer y trouvent un intérêt ou... Parce que souvent, il y a une question de soit comment dirais-je, des personnes qui sont à l'origine du projet ont déjà créé d'autres choses et du coup ont déjà eu une certaine visibilité, ou alors c'est tout simplement des amis aussi qui peuvent participer à ce financement. Mais ce qui est intéressant par rapport au crowdfunding, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, c'est que justement, étant donné que ce sont des personnes particulières, des particuliers qui financent ces projets-là, il y a un engouement derrière qui est différent des gros projets, là en l'occurrence dans le jeu vidéo du jeu AAA, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une question aussi de fanbase et de passion. Alors non pas qu'il n'y ait pas de fanbase et de passion dans les licences AAA, puisqu'il y a des licences AAA qui perdurent dans le temps et
qui acquiert une fanbase très importante. Si on prend par exemple la lignée des Final Fantasy, pour ne parler que de ça, on peut aussi parler des grandes licences d'Ubisoft, mais bon, ça après c'est chacun qui apprécie ou pas. Sujet à débat. Donc voilà. Les jeux vidéo indépendants aussi peuvent passer par... alors ça se fait aussi maintenant sur les licences AAA, mais c'est surtout à travers les jeux indépendants, enfin de ce que j'ai pu voir, qu'il y a ce procédé de passer par l'Early Access. Donc peut-être que tu veux expliquer un petit peu ce qu'est l'Early Access. Ouais, bien sûr. L'Early Access, du coup, c'est un système à la fois de financement du jeu vidéo et en même temps de création, c'est-à-dire que l'Early Access, ça veut dire accès anticipé en français du coup, c'est le fait de diffuser le jeu, de le vendre, mais à prix moins coûtant sous une forme qui n'est pas la forme définitive. On appelle ça des alphas ou des bêtas dans le jeu vidéo. Et en fait, c'est les fonds qui vont être récupérés grâce à l'Early Access, aux gens qui achètent les jeux à moindre coût et sous des formes un peu moins développées, vont pouvoir financer la durée qui reste au jeu vidéo pour sa création. Et donc d'une part ça permet de voir venir le coup et puis d'avoir de quoi anticiper la forme définitive et de lui fixer un prix final avec du coup une version finale. Et dans un second point, ça permet aussi le retour des joueurs sur le jeu. Et en fait, l'Early Access, ça permet aussi du coup d'avoir le retour sur les fonctionnalités du jeu, savoir s'il fonctionne bien, s'il n'y a pas de bugs, si tout est fluide. Puis il y a un vrai travail comme ça qui peut s'opérer, pas toujours, hein, parfois c'est juste Early Access, tiens achète mon jeu et puis voilà, ça me fait des financements. Mais parfois ça peut aussi amener des retours de joueurs qui ont envie de commenter et voilà, dans la communauté du jeu vidéo ça se fait pas mal. Et après, je sais pas si justement tu parlais de la question d'alpha et bêta. Pour moi, après, c'est quelque chose d'un peu différent, la question de l'alpha et la question de bêta. Parce que donc il y a des jeux comme ça, est-ce que on peut considérer que c'est de l'early access, mais quand le jeu est vendu en alpha et bêta, c'est-à-dire qu'il se vend sur la durée au fur et à mesure que le jeu se vend à un certain prix et il évolue sur la durée. Donc ils améliorent la qualité graphique, la qualité du gameplay, etc., etc. Alors que pour moi l'early access c'est plus si en tout cas l'early access doit fonctionner, il faut déjà, je pense, que tu amènes une certaine forme qui est assez aboutie, c'est-à-dire je vais prendre justement l'exemple de Dead Cells, ouais. qui est un jeu donc en pixel art et ils ont fonctionné du coup sur l'early access, mais eux, avant de le mettre en early access, ils avaient déjà une qualité du jeu qui était là. Les choses que leur ont permis l'early access, c'est d'améliorer tout ce qui est bug de texture, bug liés au déplacement, donc au gameplay, la manière avec laquelle on joue. C'est-à-dire les murs qui accrochent, auxquels on ne peut pas s'agripper, ou alors des dashs. Donc un dash, c'est une glissade vers l'avant. Des dashs un peu foireux, on va dire, etc., etc. Donc plus après peaufiner des détails et peaufiner aussi, bien sûr, il y a une question graphique, mais il faut, pour moi, pour que fonctionne l'early access, avoir une bonne base en fait, ne pas mentir à son public et leur dire dès le début où ils en sont dans leur création, quoi. C'est-à-dire que on fait une early access, on n'est pas encore au point sur la globalité du jeu vidéo, on a ça à travailler, et voilà, quoi. Il y a un souci de transparence qui est vachement important dans la création de jeux indés. Voilà. Et c'est ça en soi qui fait que l'early access fonctionne ou ne fonctionne pas, selon moi. Ouais, ça peut avoir ses failles, c'est-à-dire qu'il y a quand même des jeux qui restent en version non définitive pendant un certain temps parce que en fait ça apporte du confort, quoi. Le jeu peut très bien se vendre et je pense qu'il peut même atteindre un prix supérieur même en early access.
une sorte de version définitive mais qui n'a pas été améliorée grâce à l'Early Access en fait. Ce qui peut se passer, c'est que certains jeux profitent de l'Early Access pour justifier d'une version non aboutie et le mettre à un certain prix, mais à côté de ça, au fur et à mesure, il n'y a pas forcément d'aboutissement et de finalité, enfin le jeu reste tel quel. Là j'ai pas forcément d'exemple. Je sais plus si c'était le cas de Fortnite par exemple. Je crois qu'il est resté en bêta pendant quelques temps, je veux pas dire de bêtises, je vais vérifier l'info. Mais ouais, après c'est le fait que le jeu se vende très bien en Early Access aussi, ça peut amener le témoignage que il y a besoin peut-être d'un aboutissement de la part des créateurs, mais que le jeu fonctionne déjà très bien dans son utilisation par les gamers, quoi. Bien sûr. Et certaines personnes aussi, je sais pas ça si tu l'as stipulé, certaines boîtes indé utilisent justement cette question de l'early access pour obtenir des fonds pour continuer le développement du jeu, et ces fonds peuvent évoluer, le prix du jeu peut augmenter au fur et à mesure, puisque l'idée c'est de mettre le jeu à moindre coût pour avoir énormément de testeurs et donner aussi de l'engouement et de la visibilité au jeu, quoi. Plus il y a de testeurs, plus c'est simple d'avoir des retours pour modification des bugs, etc. quoi. Bien sûr. Puis ils peuvent faire appel aussi à des particuliers, des streamers. Donc les streamers, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est des personnes qui vont jouer à un jeu vidéo en ligne via par exemple des plateformes comme Twitch ou des plateformes où les gens peuvent regarder ces joueurs jouer en ligne. Et ces joueurs du coup vont être aussi une clé dans le système de l'Early Access, parce que c'est des gens qui vont permettre aussi d'avoir une certaine diffusion du jeu, une communication du jeu qui se fait déjà à la base dans la communauté des joueurs. Et ouais, du coup, pour certains développeurs, ça peut être assez marrant de regarder pendant des heures quelqu'un qui va jouer à son propre jeu en Early Access et de voir avec ce streamer. C'est ce qui est arrivé aussi pour Dead Cells, j'ai vu ça dans le docu. Le type a regardé pendant 5 heures d'affilée un mec jouer à son jeu et il voyait au fur et à mesure avec lui, il discutait comme ça, et en fait c'est un échange vachement sain au niveau de la création, quoi. Ouais, bien sûr. Après ça peut avoir ses penchants un peu foireux quand t'as la manière de faire la communication. Faut être très précis pour ne pas tomber justement dans un espèce de cercle vicieux où je sais pas comment expliquer ça. Ça a ses penchants négatifs aussi de passer par des streamers pour faire tester son jeu vidéo, puisqu'il y a une question financière aussi derrière la question du streamer, c'est-à-dire que tu payes un streamer, tu demandes à un streamer, alors tu payes pas forcément le streamer, mais ça peut être des petits streamers qui sont pas forcément regardés par tout le monde, et qui, si on prend une boîte indé qui débute et qui sort un premier jeu, les gros streamers ne seront pas forcément, ou en tout cas seront sceptiques à l'essai de ce jeu-là. Donc ils passent plus ou moins par des petits streamers, mais ça peut vite se retourner contre eux si encore une fois le jeu n'a pas un certain aboutissement avant d'être mis en early access et avant d'être mis dans les mains de certains streamers, quoi. Voilà. Ok. Je pense que là, on peut parler aussi de cette question-là. Là, c'est plus sur la question de la France. Donc, il y a aussi des aides qui sont mises en place. Donc, le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image, qui propose une aide qui s'appelle la FAJV, donc le Fonds d'aide aux jeux vidéo. Le plus simple. À hauteur de 4 millions d'euros par an. Je sais pas si à l'heure actuelle nous sommes toujours sur ces tarifs-là et si ça a réellement une importance quelconque. Enfin bref. Donc maintenant nous allons passer à la question de la distribution. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la distribution ? Comment dire ? Dans le jeu indépendant, comment se manifeste la distribution par rapport aux licences AAA. Voilà.
Donc déjà, il y a quelque chose qui est, je pense, très important, c'est que, alors ce n'est pas pour une généralité, mais beaucoup de boîtes indépendantes, qui sont donc développeurs, n'ont pas forcément d'éditeurs derrière eux pour éditer leurs jeux. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a la raison donc directement l'indépendance, c'est-à-dire une liberté créatrice, une liberté artistique, qui fait que ils n'ont pas forcément derrière eux des gens qui les empêchent ou qui leur donnent une ligne directrice vers où aller, et ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent sur leur jeu. C'est-à-dire il y a pas de limite artistique, quoi. Ouais, parce que du coup, ce qu'il faut peut-être préciser à ce moment-là, c'est que une maison d'édition dans le jeu vidéo va forcément avoir une influence sur la création, plus ou moins, hein. Ça dépend des boîtes d'édition où il y a des développeurs qui sont eux-mêmes leurs éditeurs, du coup effectivement ça facilite le transit, mais la maison d'édition peut amener une certaine rigueur et aussi à une certaine normalisation du jeu vidéo. Ça c'est carrément le cas des licences AAA généralement, hein. On va aller sur un type de jeu qui fonctionne bien auprès du grand public, et par contre ça marche moins si par exemple on veut aller sur du pixel art, comme Dead Cells, mais apparemment là ça a fonctionné, enfin c'est assez miraculeux comme truc. Ouais. Ou sur des jeux qui proposent je sais pas, du puzzle, du roguelike, des styles de jeux qu'on voit pas généralement dans les jeux que tu trouves à 70 balles dans ton supermarché, quoi. Oui, et justement quand tu parles de la question, je pense que c'est intéressant d'appuyer là-dessus. Je pense que je vais prendre un petit exemple. Quand tu parles de la question des éditeurs donc qui imposent des contraintes aux développeurs, il y a un très bon exemple, et je pense que c'est un peu je sais pas si c'est le précurseur, mais en tout cas c'est celui qui a un petit peu amené toute cette manière de fonctionner, donc Ubisoft, qui justement a derrière elle des gros actionnaires qui attendent quelque chose du jeu vidéo, et bien sûr que le jeu vidéo, dans sa question politique, on va dire, dans le propos, aille vers une certaine ligne, que ça reste très politiquement correct. C'est sûr que quand on a Bolloré parmi ses actionnaires, il vaut mieux rester droit un petit peu quand même. Et du coup, dans l'idée, ce qui est intéressant dans la politique d'Ubisoft, c'est de voir qu'aujourd'hui, au final, on va prendre les grosses licences AAA, hein, comme Assassin's Creed, comme Far Cry, pour ne citer que. J'ai dû en oublier au passage. Rayman, on peut le mettre un peu de côté, puisque personnellement, j'ai une affection pour Rayman. Je trouve pas ça si inintéressant, même si c'est pas... ça aurait du AAA dans le sens où ça a été fait et refait, et où ça fonctionne toujours autant, quoi, mais c'est vrai que on n'est pas sur le même modèle. Bien sûr. Et dans l'idée, donc, si on prend les licences Far Cry, Ubisoft, depuis déjà maintenant quelques générations d'extensions de jeux, le jeu ne change pas. Il reste le même au niveau du gameplay. Alors les graphismes évoluent légèrement avec quelques textures un petit peu lissées, quelques bugs un petit peu corrigés. Mais sur le fond, on reste sur le même jeu qui change d'environnement, qui change d'antagoniste, mais quelque chose toujours très manichéen. Et avec une ligne narrative qui est similaire, puisque ça fonctionne très bien auprès du grand public et que ça permet de brasser du fric, et autant rester dans cette ligne conductrice, et puis on est très bien et on se vautre dans un confort, c'est très intéressant, quoi. Ouais. Et en ça, donc, beaucoup, parce qu'il y a, après on va parler des éditeurs qu'il peut y avoir du coup dans le jeu indépendant. Donc beaucoup de boîtes indépendantes s'auto-produisent. Donc voilà, tout ça pour rebondir sur la question du coup des éditeurs présents dans le jeu indépendant. Donc il existe, je sais pas si tu vas en parler, non ? Bon. Donc il existe plusieurs éditeurs dans le jeu indépendant, enfin plusieurs. Il y en a quelques-uns qui sont bien connus, comme Devolver Digital ou encore Annapurna, qui eux ont pour principe, en tant que boîte d'édition, grosso modo, après peut-être que j'ai des informations manquantes,
qui ont pour principe d'aller dans des conférences, dans des conventions de jeux vidéo, qui font un petit peu le tour des stands et proposent à des petites boîtes indé qui débutent, qui sont en essor, qui développent un premier jeu, de les éditer, du coup, d'être leur éditeur. Après, si on prend le cas par exemple de Devolver Digital, c'est un éditeur qui va chercher parmi des jeux. Tout à l'heure tu parlais du pixel art. Le pixel art, du coup, c'est du jeu qui a un graphisme très pixelisé, un côté un petit peu, on va dire, c'est pas mal une mode ces temps-ci. Il y a énormément de jeux comme ça, très pixelisés. Tu parlais de Dead Cells, mais on peut aussi parler de Hunter the Gungeon, qui est pareil, un petit jeu indépendant et qui est sous Devolver justement. On peut aussi parler, mince, j'ai plus le nom, je vais retrouver ça. Bref, il y a plusieurs jeux. Enfin, on est vraiment dans une mode du pixel art, et c'est vrai que Devolver Digital, on va dire, c'est un peu les jeux qu'ils aiment bien éditer, quoi. Mais il y a des exceptions, puisque par exemple avec un jeu qui s'appelle Gris, qui est vraiment un jeu aux textures aquarelle. C'est un univers très sobre, très pastel, avec un côté très aquarelle qui est très très intéressant, un jeu très poétique qui n'est pas forcément dans la veine et dans l'inspiration de ce qui peut être proposé en général chez Devolver Digital. Et justement, c'est très intéressant. Et puis voilà, donc habituellement les éditeurs qu'en tout cas j'ai pu voir dans le GA indépendant ont des recherches particulières dans les jeux qu'ils éditent, du coup. Ouais, ça agit un peu comme du mécénat, quoi. Ouais, on peut voir ça, oui, comme il y a une petite question de mécénat. Après, les maisons d'édition, du coup, ça marche au repérage, quoi. Il y a des jeux qui auraient jamais fonctionné si... j'ai plus l'exemple en tête, là, j'avais fait une recherche sur un jeu comme ça qui était somme toute modeste, mais qui avait été repéré par un éditeur, et du coup, a réussi à se surclasser dans le panier des 1000 jeux par an des plateformes de jeux numériques, quoi. Et donc ouais, il faut, si t'es repéré, c'est cool. Bien sûr, mais parmi toutes les boîtes de création dans le jeu vidéo, se faire repérer, c'est pas gagné, quoi. Non. Faut avoir sa petite touche perso qui fait que le jeu est intéressant, intriguant. Ouais, mais c'est vrai que la compétition est rude, hein. Il y a tout un marché, pas une industrie du coup, puisqu'on parle de l'indépendant là, mais toute une concurrence qui est dans le milieu indépendant et qui est dure à surmonter, vachement dure, parce que du coup la visibilité est toute offerte justement aux licences AAA, et c'est un des énormes problèmes de la visibilité pour les jeux indépendants, c'est que il y en a pas. Il n'y en a pas assez en tout cas. Maintenant, il y en a justement un peu plus, ça me permet de rebondir, avec la question de la création de plateformes, puisque justement, n'ayant pas forcément d'éditeurs, les jeux indés passent par des plateformes numériques, donc des jeux dématérialisés, et on peut parler en ça de Steam ou de GOG, qui sont deux plateformes parmi tant d'autres. Du jeu vidéo dématérialisé, et ça permet quand même, mine de rien, une certaine visibilité, et ce sont des plateformes qui sont comment dirais-je, visualisées par énormément de personnes, ça brasse énormément de monde, donc mine de rien, comparé à avant, c'est vrai que 2018 avec la création de Steam a été un petit peu l'essor du jeu indépendant, qu'il n'y avait pas auparavant, quoi. Et auparavant, c'est vrai que le jeu indépendant galérait un petit peu plus que maintenant. Ouais. Et même ce qu'il est intéressant, je trouve, de dire, c'est qu'il y a certaines justement licences AAA. Là, pour le coup, je pense à Electronic Arts, qui a créé, alors j'ai pas le nom en tête, mais qui a créé sa propre boîte indé. Bon, bien sûr, sa propre boîte indé basée sur les fonds d'Electronic Arts.
On peut voir à quel point ils sont indépendants et sans moyens financiers. Et justement, pour avoir un petit peu ce truc où pas se dédouaner, mais en tout cas récupérer du public et montrer ah bah regardez, nous aussi on est capable de faire du jeu indépendant, mais c'est pas réellement du jeu indépendant, ça a une forme, une patte artistique qui peut laisser prétendre à du jeu indépendant, mais quand on creuse un peu, au final on tombe sur Electronic Arts et on se dit qu'au final ce n'est pas si indépendant que ça. Ouais, après, tout est une question de moyens et de diffusion, quoi. Enfin, c'est sûr que ce genre de boîte, si elles savent que le jeu indépendant devient tendance, va pas se priver d'avoir cette patte graphique et peut-être même de la prise de risque qu'on peut attendre des jeux indépendants, mais c'est sûr que pour eux, en fait, c'est pas une difficulté supplémentaire que de commercialiser un jeu qui se veut indépendant, même si il y a tous les moyens du monde derrière, quoi. Oui, bien sûr. Ok, et du coup, ouais, tu fais bien de parler de la question de prise de risque, de la patte graphique, puisque ça permet d'embrayer directement sur la suite, quoi. Un dernier point important pour moi qui est très important en tout cas pour justifier qu'est-ce qu'un jeu indépendant, c'est la partie création artistique et logistique. Et justement, quand tu parles de la question de prise de risque, moi je pense que c'est fondamental dans le jeu indépendant. Il y a cette question de prise de risque qu'on ne voit pas forcément dans les gros studios, dans les gros studios de l'industrie du jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire prise de risque sur la question graphique. Donc proposer des jeux, tout à l'heure on parlait du pixel art. Enfin, justement, ce côté très rétro gaming où on revient sur des époques, sur des jeux datant d'époques passées qui, bien sûr, qui n'avaient pas forcément les technologies nécessaires pour faire du jeu extrêmement réaliste et très pixelisé, justement. Oui, en tout cas, la prise de risque, c'est un élément fondamental du jeu indépendant, mais c'est pas une prise de risque à perte pour les créateurs, parce que pour eux, ça reste une prise de risque au niveau du marché, si on veut, mais pour les créateurs, c'est pas une prise de risque, c'est faire ce qu'ils aiment en fait. C'est là où le développeur va essayer de créer un jeu de plateforme ou un roguelike. Donc un roguelike, c'est pour définir le truc, c'est un truc où tu vas refaire le même, pas le même donjon du coup, mais tu vas refaire le même niveau, mourir beaucoup de fois pour essayer de perfectionner ton style de jeu, et toujours sur des maps aléatoires où ça apparaît aléatoirement les ennemis, les types d'ennemis, les maps, pour ensuite avancer au fur et à mesure comme ça dans les niveaux de donjon. Et ça, c'est Dead Cells, encore une fois, hein, dont on parle depuis tout à l'heure. Dead Cells qui d'ailleurs est fait par un studio bordelais, Motion Twin, dont on parlera un peu plus tout à l'heure pour dire comment on s'est orienté par rapport à leur documentaire, etc. Ouais. Et oui, du coup, en fait, la prise de risque chez les créateurs indépendants, c'est faire ce qu'ils aiment et remettre le fait qu'ils remettent au goût du jour. C'est juste qu'ils ont un super bon souvenir d'un jeu qui s'est fait avant, d'un type de jeu qui s'est fait avant, plateforme, puzzle, machin. Et le fait de le remettre au goût du jour, ça permet d'apporter des innovations, d'apporter une nouvelle patte graphique et plus de modernité à ces jeux-là qui sont des jeux rétro, mais du coup avec les fonctionnalités, le gameplay, la façon de jouer du coup, qui reste très moderne. Oui, bien sûr, et même techniquement au niveau des lumières, des reflets lumineux, des textures aussi. Tout ce qui pouvait pas se faire au numérique avant, en fait, c'est en train de... Ça prend vraiment un nouveau jour, quoi. La machine est capable d'ingérer beaucoup plus d'informations, et donc avant c'est clair que t'étais sur des jeux très épurés, avec des décors très... là je suis en train de penser à des FPS comme Doom ou des trucs comme ça, où c'était vraiment du gros pixel, et t'es dans des couloirs et tu rentres dans une salle qui est à moitié vide, t'as 2-3 monstres pixelisés qui te tirent dessus, et c'est très rigolo, quoi.
De voir ce que c'est devenu maintenant. Ouais. Et de voir ce que c'est devenu maintenant, quoi. Un truc hyper lisse, hyper propre. Et c'est. Enfin, très évolué technologiquement, graphiquement, quoi. Donc ouais, voilà, oui, comme tu dis, ouais, c'est important aussi, oui, de stipuler que sur la question de la prise de risque, il y a surtout un plaisir, je sais pas si c'est un plaisir d'enfant, mais un espèce de truc très très enfantin, enfin un souvenir d'un jeu joué dans le passé qu'ils veulent remettre en quelque sorte, pas au goût du jour, mais dont ils s'inspirent pour faire leur propre création, quoi. Ouais, réaliser leur passion avec des outils modernes, quoi. C'est formidable. Bien sûr. Puis donc, voilà, et puis sinon, on peut aussi parler de la question en dehors de la question la question de genre, justement. On parlait de la question de prise de risque à proposer des jeux avec une patte graphique particulière, mais il y a aussi une question de genre qui rentre là-dedans, puisque ce qu'on peut habituellement voir dans les grosses licences, c'est-à-dire ce qui se fait pas mal actuellement, c'est des mondes ouverts, RPG, du combat rapproché, du FPS. Donc le FPS, c'est du tir à la première personne. Grosso modo, on voit juste l'arme du personnage, comme ce qui peut se faire dans Call of Duty ou dans Far Cry ou encore bien d'autres, hein. Ils sont nombreux. Ouais, généralement dans le grand public et dans le multijoueur, c'est le plus fréquent, quoi. Ou alors du TPS, quoi. Donc là, c'est du tir à la troisième personne, où justement, tu vois ton personnage. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus si c'est juste du tir ou si c'est le fait de voir son personnage, bref. Mais en tout cas, il y a une diversité de genres plus importante, moi je trouve personnellement, dans le jeu indé, parce que justement, tout à l'heure, tu parlais du roguelike, donc ce principe de recommencer la même chose, c'est-à-dire qu'on arrive dans un univers, dans une salle qui sera différente d'un recommencement à un autre, avec des monstres différents, une quantité de monstres différents, des objets récoltés différents, et ce qu'on peut appeler du die and retry. Ouais. Tu meurs et tu refais, quoi. Et tu le refais jusqu'à ce que tu comprennes les patterns. Enfin, les patterns, c'est les manières de fonctionner, les cycles d'attaque des différents monstres. Et tu refais, justement. Donc ça, c'est vrai que le roguelike est un genre qui n'est pas forcément très exploité dans les grosses licences, alors que c'est quelque chose qui se fait actuellement énormément. Ou alors le genre Metroidvania, qui est grosso modo le Metroidvania, c'est un genre en fait qui a été nommé sur la base de deux jeux qui sont Metroid et Castlevania, qui sont deux jeux de plateforme. Et le but de ces jeux de plateforme, c'est d'être dans un environnement interconnecté. En fait, il y a plusieurs environnements interconnectés, et où il y a des lieux que l'on ne pourra découvrir qu'à force d'avoir découvert certaines capacités des personnages. Et donc il faudra revenir sur ses pas pour découvrir de secrets, découvrir des objets qui permettent d'avancer, etc., etc. Et donc ça aussi, c'est un genre qui est pas mal développé dans le jeu indépendant. Et en tout cas, moi, ces deux genres-là, c'est vraiment des genres que j'affectionne. Et de par simplement la question de difficulté, enfin moi je sais que quand je joue à un jeu vidéo, j'aime bien qu'il y ait du challenge, de la difficulté, et je m'y retrouve particulièrement dans ces deux genres. C'est à contrario des grosses licences où tu peux avoir comment dirais-je, une échelle de difficulté, facile, moyen, moyennement difficile, etc., etc. C'est pas forcément là des jeux où tu as un choix de difficulté, c'est plus une difficulté qui est là, et tu fais avec cette difficulté, et donc ce que je trouve intéressant, moi, c'est la question d'engranger de l'expérience, d'engranger des réflexes, et grâce à ces réflexes-là, en fait, que tu as encodés, tu arrives à continuer ton aventure, quoi, et aller plus loin dans ton aventure. Ouais, une sorte de dialogue permanent entre le jeu et le joueur, où
où le défi sera justement de comprendre le plus parfaitement possible le jeu pour le réussir en fait. Ouais, et puis c'est hyper gratifiant quand tu reprends Enfin, quand les premières fois tu meurs parce que tu n'y arrives pas et que tu reprends le niveau et que là enfin tu y arrives quoi, après quelques minutes, quelques heures, je sais pas, mais c'est toujours très, très gratifiant d'enfin réussir et de passer à la suite quoi. Ouais, c'est très satisfaisant et ça me fait penser d'ailleurs à une notion du jeu vidéo qui s'est vachement répandue dans pas mal de licences, notamment tu m'en avais parlé de World of Warcraft. C'est la notion du casual game qui du coup en fait pour mieux se diffuser Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un casual game ? Ouais. Le casual game du coup c'est le principe qui veut que le jeu soit pas compliqué à prendre en main et qu'on puisse avoir une aventure assez facile à vivre. Ce qui n'est pas un principe négatif en soi, parce qu'il y a certains jeux qui sont très, très bien et très faciles et qui sont juste soit contemplatifs, soit c'est un divertissement où tu as envie de passer un bon moment et t'as pas forcément envie de galérer 300 ans sur la même partie quoi. Mais c'est quand même un phénomène qui s'est répandu dans le jeu vidéo et dans certaines licences du coup, parce que pour donner un attrait à un public plus large et pour faire venir un maximum de joueurs sur les plateformes, ce qui s'est passé sur World of Warcraft. Ouais, c'est du marketing quoi. Bah ouais, en fait on est sur un truc de marketeur où on va simplifier un jeu qui à la base demandait quand même une certaine expérience ou une certaine difficulté, quelque chose pour bien appréhender le jeu, pour finalement ça se fait en dépit des joueurs qui à la base aimaient le jeu pour sa difficulté aussi. Et ça c'est un truc qui est dommageable pour pas mal la communauté des joueurs, mais qui va au profit du coup des bénéfices du jeu et de l'afflux des joueurs. Ben c'est ça. Moi je sais que pendant j'ai foiré mes 2 secondes à cause de World of Warcraft. C'était World of Warcraft, moi j'y ai joué. C'était grosso modo la première fois que j'ai acheté un PC quoi. J'avais travaillé pour acheter ce PC là. Bon, ma mère m'a aidé à financer un petit peu le PC. Mais dans l'idée voilà, ce jeu là le tout premier World of Warcraft qu'on peut appeler maintenant World of Warcraft Vanilla, puisqu'ils ont fait un serveur spécialement pour ce jeu là, pour les personnes qui avaient apprécié la première version de World of Warcraft. Et à partir des extensions, je me suis totalement ennuyé, quoi, parce que tu perds totalement. C'était quand je parlais des patterns tout à l'heure, c'est-à-dire que les boss des instances, donc les instances, c'est des endroits où tu vas, tu détruis un certain nombre de boss, puis tu arrives au boss final, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, le jeu est devenu hyper simple. Comme tu dis, il est devenu casual. C'est-à-dire, casual, c'est vraiment pour les personnes... on peut faire une différence entre ce qu'on appelle un casual et un no-life. No-life, c'est qui n'a pas de vie, qui clairement passe sa vie sur le jeu vidéo, puisque j'étais à ce moment-là. Et un casual, c'est une personne qui joue non régulièrement aux jeux vidéo, qui joue aux jeux vidéo comme ça un petit peu, et du coup, qui a une vie en quelque sorte. A contrario d'une quelque sorte. et du coup, oui, il y a une casualisation et c'est un moyen, c'est du marketing, quoi. C'est vraiment, comme tu dis, pour faire venir un public très large et que ça plaise au grand public. Alors que c'est pas forcément ça qu'on veut dans le jeu vidéo. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ça que je veux dans le jeu vidéo. Je trouve intéressant que les jeux intéressent et plaisent à beaucoup de monde, mais je trouve aussi intéressant quand chacun fait ses choix en fonction de ses goûts et en fonction de ce qu'il apprécie dans le jeu vidéo. Tout le monde n'est pas obligé d'apprécier un seul jeu vidéo, en fait, il y a tellement de choses à côté. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant pour rebondir avec le jeu indépendant, c'est qu'il y a une proposition de style, de gameplay, de patte artistique qui en fait permet de ça j'aime pas, donc c'est pas mon style, mais à côté de ça, t'as plein de personnes qui vont apprécier, et c'est cool en fait, qu'il y ait une diversité, et que ça soit une palette de possibles en fait, que ça s'arrête pas juste à un style de jeu, ça plaît à tout le monde, donc on va rester là-dessus, quoi, et on se vautre là-dedans comme il faut.
Non, je trouve ça inintéressant au possible. Mm. J'aime bien, moi aussi, les jeux que j'apprécie moins, qui me parlent moins, auxquels je m'identifie moins. Je trouve ça très intéressant, parce que d'autres personnes les apprécient sûrement, en fait. Ouais, carrément. Mais ouais, il y a pas mal d'exemples à donner que j'ai pas. Mais Par rapport aux jeux que toi t'as pu jouer. ben en fait oui, mais je pensais à Assassin's Creed en fait, mais c'est pas nécessairement du casual game, c'est-à-dire que le mode de jeu d'Assassin's Creed qui était à la base simplement de l'infiltration et une base de combat assez simple avec une accumulation d'objets qui se fait relativement simple aussi. Enfin, c'était pas l'intérêt porté au jeu. Et puis il s'est orienté vers quelque chose de plus type RPG, si on peut dire, sans trop dire de bêtises. Mais... Ouais, il y a un côté RPG, mais qui est quand même très limité. Donc le RPG qui est ce qu'on appelle... Donc c'est un role-playing game. Le but étant d'être dans un monde ouvert, où on découvre plein de trésors, on tue des monstres qui nous donnent de l'équipement, qui nous donnent de l'expérience, on gagne des levels, et grâce à cet équipement et ces levels, on devient plus fort, donc on a la possibilité de justement tuer des monstres plus forts. Et il y a ce côté aussi, comment dirais-je, immersif. J'ai calé le mot immersif. Allez. Où justement on se prend à améliorer son personnage pour le rendre de plus en plus fort, quoi. Je sais plus pourquoi on parlait de la question du RPG du coup. C'est moi qui parlais d'Assassin's Creed, mais en gros, juste pour parler de mon expérience personnelle, en fait, à ce tournant-là qui s'est fait, alors je sais plus si c'est Unity ou quoi, il y a les nouvelles consoles que j'ai pas non plus eu l'occasion d'essayer, mais à ce moment-là, en fait, ils m'ont un peu perdu parce que du coup, moi, à la base, la licence, je l'aimais bien. Il y avait ce côté reconstitution qui me plaisait énormément et tout ce qui est au niveau du scénario, de la config et tout ça, enfin qui est quand même bien kiffant je trouve. Mais à partir du moment où ils ont changé ça, alors je sais pas du tout si c'est un intérêt marketing encore une fois pour plaire à une variété plus vaste de jeux ou alors s'ils ont fait un choix tout simplement. Mais il y a des changements comme ça qui peuvent s'opérer dans certains jeux qui à la base ont une conception particulière et qui s'orientent différemment au fur et à mesure, mais que ce soit dans le cas du casual ou pas, quoi. Ok, bon bah je pense qu'on a, là pour le coup on a plutôt fait, selon moi, le tour du sujet. Il doit manquer sûrement plein de choses, plein d'informations. Mais voilà, en tout cas on va passer à la deuxième partie, qui concerne plus des jeux indés qu'on a pu tester, qu'on a fait de bout en bout et qu'on a apprécié, quoi. Ah oui, des expériences du coup personnelles qu'on a essayé de notre côté, qu'on aimerait bien retranscrire ici, quoi. Et qui peuvent montrer un petit peu de ce qui peut se faire dans le jeu indé, qui est pas représentatif de tout ce qui peut se faire, mais qui montre déjà une certaine diversité dans le jeu indépendant, quoi. Ouais. Tu veux commencer du coup ? Ouais. Alors du coup moi pour un premier exemple j'aimerais bien présenter Northgard. News came of a mysterious land lying beyond the Iron Hail, prompting the clan elders to send their bravest warriors. They sailed through fog and storms, navigating the treacherous Iron Sea, until they finally reached the shores of Northgard. Donc c'est un jeu qui a été édité et développé par le studio Shiro Games, donc un studio situé à Bordeaux, qui se compose d'une petite dizaine de personnes et dont je crois que c'est le cofondateur, c'est Nicolas Canas, donc qui fait partie aussi du studio Motion Twin, qui est à l'origine de Dead Cells. Donc voilà, donc le jeu a été sorti en Early Access en 2017, du coup, comme on le disait tout à l'heure, et la version finale en 2018. Pour parler rapidement du studio, du coup, ils sont bordelais, le studio a été fondé en 2012, et ils ont été connus d'abord par un premier jeu, c'est Evoland, qui est sorti en 2013. Ensuite, ils sont restés sur Evoland, ils ont travaillé sur Evoland 2 ces dernières années. Et ils ont fait du coup Northgard entre temps.
Voilà, donc Northgard c'est un jeu de stratégie qui, pour ceux qui connaissent les références, se situe à peu près entre Age of Empire et Civilization. Voilà, donc c'est un principe de jeu de stratégie avec de la micro-gestion, c'est-à-dire le fait d'avoir des petites unités qu'on va déplacer d'un bâtiment à un autre pour essayer de gérer ses ressources le mieux possible et voilà, donc c'est un jeu aussi un jeu de stratégie en temps réel, donc on va en temps réel, que je dise pas de bêtises, du coup c'est qui... Tu parles de quoi? Tu parles de Northgard ou tu parles des deux autres? Age of Empire et Civilization. De Northgard. Ok, parce que Civilization, justement, il y a une précision à faire, je trouve, par rapport à Age of Empire et Civilization. Civilization n'est pas un jeu en temps réel, c'est du tour par tour. Et non, et à contrario de Age of Empire, qui est un jeu en temps réel. Ouais, voilà, ok, ouais. Donc... Et il y a une part de gestion dans la question de civilisation, que tu n'as pas forcément dans Age of Empire. Enfin, si tu gères tes unités, puisque le but c'est d'aller tuer l'équipe adverse, l'ennemi, quoi. Mais c'est pas de la gestion de civilisation comme tu as dans Civilisation, justement. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà pour le point de détail. Donc c'est un jeu qui est jouable donc soit en solo, donc contre un IA, mais qui se fait évidemment aussi en multi. Que ce soit du 1v1 à 4v4, mais aussi du 2v2v2 ou encore du 1 pour tous et tous pour 1, quoi. Enfin 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1, voilà. Et donc le jeu a la particularité du coup de refléter l'époque viking, où vous allez avoir votre petit clan qui débute tout juste avec une salle commune. Donc à partir de ce truc là vous allez développer votre territoire, ça se passe sur des cases, donc vous avez une première case avec votre salle commune et quelques villageois. Vous allez devoir créer du coup une cabane de bûcheron pour avoir du bois pour créer d'autres bâtiments, des ressources de nourriture, des ressources minières que vous allez trouver au fur et à mesure en développant la map et en éclaircissant la map, parce que sinon vous avez seulement votre territoire qui est visible, mais sinon tout est à découvrir avec des éclaireurs. Donc voilà, et le but du jeu au final ça va être de conquérir ce territoire où se trouvent des ennemis et une nature qui est hostile aussi, hein. Il y a des loups, il y a des daugers, donc des espèces de zombies nordiques. Voilà, et il y a plusieurs conditions pour arriver à la victoire, c'est-à-dire qu'on va avoir 5 conditions en tout pour réussir à gagner, donc soit écraser l'ennemi tout simplement en constituant une armée de guerriers et aller défoncer l'adversaire, soit des victoires par renommée, c'est-à-dire que vous avez des spots où vous pouvez trouver des choses qui vont vous donner une certaine réputation, entre guillemets, une renommée de guerrier, et voilà, atteindre un certain stade. Par commerce aussi, avec le commerce de Drakkar, enfin les bateaux, les expéditions, les raids qui vous offrent une possibilité de gagner là-dessus. Voilà, on a toujours un objectif de map aussi, que ce soit toujours dans l'aspect de la mythologie nordique, avec soit l'épée d'Odin, Yggdrasil, enfin plein de petites choses comme ça. Et voilà, il y a une petite particularité sur le jeu, c'est qu'il y a aussi un mode campagne, enfin il y a plusieurs modes, du coup il y a un mode campagne où vous allez incarner un roi avec un scénario que je trouve assez classique quand même, mais qui a été façonné de A à Z, donc qui vaut le détour. On a aussi un mode conquête avec plusieurs objectifs successifs de plus en plus difficiles, où il va falloir vraiment jouer sur la micro-gestion pour attaquer sur tous les fronts, et ça devient de plus en plus speed, on va dire. Un peu du coup, quand tu parles de ce mode conquête, justement, c'est un peu dans le délire, là je parlerai pas de civilisation, mais je sais pas si ça te dit quelque chose, Total War, où t'as un premier territoire et au final, pour avoir l'autre territoire, tu vas rentrer donc dans ton mode de jeu, quoi, comme quand tu joues à n'importe quel jeu de stratégie, et si tu gagnes la partie, tu conquiers le territoire. Et sinon tu perds le territoire, et tu peux même perdre tes territoires qui se font attaquer aussi par les ennemis aléatoirement, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'est ça, un peu dans le même principe que le jeu de société Risk dans l'idée en fait.
Ouais, oui. Si on veut les parler, enfin voilà, et puis c'est évolutif du coup, c'est assez sympa. Et juste je voulais revenir, enfin personnellement, tu parlais tout à l'heure justement de la question de comment ça se passe au niveau de choper des ressources, de mettre des petits bonhommes dans des bâtiments et tout. T'en parlais, enfin il y a un truc moi sur lequel je voulais un petit peu rebondir, c'est que comparé justement à des jeux comme Age of Empires où tu peux mettre autant de personnages que tu veux dans tel ou tel bâtiment et t'as pas vraiment des bâtiments justement de spécialisation comme tu peux avoir sur Northgard où il va te falloir un brasseur pour gagner du bonheur ou alors il va te falloir des pêcheurs pour gagner du commerce, etc. Et du coup justement là où ça... Moi le jeu au début m'a un peu... Enfin j'étais sceptique parce que je trouvais qu'il y avait un pêle-mêle de styles et je comprenais pas trop bien où ça voulait aller et j'avais l'impression qu'il y avait de l'inspiration du jeu de stratégie tel Age of Empires et en même temps du stratégie-gestion comme Civilisation et que ça prenait plein de caractéristiques en même temps et j'avais l'impression que ça se perdait plutôt qu'autre chose. Alors qu'au final non, il y a un équilibre qui se crée qui est plutôt... qui est intéressant sur le... C'est plein d'informations à prendre en considération. Je trouve que le début du jeu est extrêmement dur parce que t'as trop d'informations limite à prendre en considération. Mais une fois que t'as pris ces informations en considération, t'es cool. C'est cool. Ouais, c'est vrai que le jeu peut avoir une certaine une lenteur à prendre en main, mais sinon, ouais, je trouve qu'il est relativement bien équilibré et t'as quand même... t'as tout qui est attrayant là-dedans aussi, enfin la patte graphique c'est du dessin animé un petit peu, je sais pas comment caractériser ça, moi ça me fait penser un peu à la patte de ce qu'on peut trouver sur Worms, bizarrement ça me fait penser à Worms. Au niveau des bâtiments, des structures, machin, il y a un truc qui est... Il y a un côté de ça, ouais. Et voilà, puis t'as tout ce côté évolutif en fait sur une partie où tu vas avoir t'as ta petite frise chronologique en bas, donc t'arrives dans l'année 803 machin, enfin l'ère viking, et tu vas avoir une succession de jours, de saisons, et l'important là c'est que t'as une saison, c'est l'hiver. Du coup, tu vas avoir cette période de l'hiver qui va être une période de crise à vivre et il va falloir vraiment faire de la gestion pour peut-être sacrifier des soldats, revenir sur ton camp et surtout pas forcément livrer de bataille, sauf pour certaines classes. Parce que du coup, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs clans, il y a le sanglier, kraken, enfin il y a vraiment des spécificités qui sont relativement cool, qui permettent de varier le game, de varier le jeu, malgré quelques critiques qui ont pu lui être faites, comme par exemple les phases de combat qui apparemment seraient... T'as des possibilités d'amélioration, mais sinon ça se joue sur le plus grand nombre de soldats qui remportent la victoire la plupart du temps. Il y avait ça et le peu de différence de jouabilité entre les différents clans, même si ça reste relativement élaboré, je trouve, de mon côté. Voilà, et il y a aussi, je voulais dire ça, il y a aussi un mode de création de cartes. Voilà, donc pour ceux qui veulent pousser l'expérience, ça peut être quand même cool. J'ai pas essayé personnellement, mais c'est cool d'avoir une option comme ça, de pouvoir créer carrément sa map et son petit décor des montagnes vikings et de steppes, de ce que tu veux, et c'est cool. Voilà. Ok. Et donc, dans ce que tu dis, il y a aussi une part d'aléa qui rentre en considération. Tu parles de la question de l'hiver, mais du coup, il y a moyen de parler aussi de la question des personnages ennemis, mais qui sont contrôlés par l'ordinateur, qui peuvent intervenir sur ton territoire directement et que tu dois tuer si tu veux continuer de collecter tes ressources, etc. Ouais, je disais, il y avait une hostilité du monde et effectivement la map est aussi générée aléatoirement, ça je vais pas préciser. Du coup, tu vas jamais avoir les mêmes spots, tu vas jamais commencer avec les mêmes structures, les mêmes stratégies au début parce que tu développes ton truc au fur et à mesure et en fonction des ressources qui t'alentourent. Et sinon oui, t'as des ennemis qui peuvent influencer le jeu. Et des événements aussi, il y a le Kraken qui arrive à un moment pour couler des bateaux, t'as des dragueurs qui apparaissent, etc. Enfin ouais, c'est assez dynamique comme partie quand même. On s'emmerde pas devant une partie. Ok. Et Northgard, moi c'est un jeu que j'ai découvert du coup pendant le premier confinement. Où du coup on a traîné un peu sur Steam, à la base on
On était entre copains dans un appartement et on traînait sur Left 4 Dead et ça c'était assez rigolo quand même. J'espère que Darmanin t'entendra pas. Absolument pas. On va traîner entre copains dans le même appartement si on habite ensemble. Et voilà. Et du coup oui j'ai découvert Northgard du coup sur la plateforme Steam. Et avec un de ses amis là on a décidé de le télécharger, de voir ce que ça donnait machin. On a passé des nuits entières à se fracasser sur la tête et l'expérience est quand même vachement cool à vivre du coup avec quelqu'un que tu connais pour voir un petit peu comment l'un va défoncer l'autre et comment une partie va se profiler au fur et à mesure quoi. Enfin, ouais c'était vraiment chouette comme truc. Cool. Ok, du coup, moi je vais parler de Cuphead. Well, Cuphead and his pal Mugman, they like to roll the dice. Alors Cuphead, c'est un jeu, un premier jeu qui a été inventé conçu par les deux frères Moldenhauer sous le studio MDHR. C'est un jeu qui est sorti en 2017 et c'est un jeu de genre shoot 'em up, run and gun. Alors pour expliquer vite fait le truc, le shoot 'em up, grosso modo, c'est un joueur qui dirige un véhicule ou un personnage et il doit détruire un grand nombre d'ennemis. Et le principe du run and gun, donc courir et tirer, donc l'idée c'est d'avancer en tirant. Voilà, pour faire un petit peu le tour d'où vient le jeu. Donc c'est un jeu qui a été dessiné et peint à la main, que ce soit sur la question des arrière-plans et sur les animations. Puis ensuite il y a eu tout un travail avec Photoshop, etc. Et en fait c'est un jeu qui a été créé par réaction au pixel art. Donc grosso modo ces deux frères-là cherchaient à réimaginer le jeu rétro. Et on peut aussi souligner donc la bande sonore qui a été donc l'idée c'était de conserver et aussi la forme artistique. La forme artistique, donc l'idée c'était de s'inspirer des dessins animés des années 30 et par la même occasion la bande sonore est inspirée et l'idée c'était de conserver les processus d'enregistrement des années 30. Voilà. Donc dans l'idée Cuphead, pour faire un petit peu le synopsis, donc c'est deux frères, Cuphead et Mugman, qui vont au casino. Et à force de jouer, à un moment donné, ils rencontrent le propriétaire du casino, qui est le diable, qui leur propose de jouer contre eux. Si jamais ils perdent, ils donnent leur âme au diable, donc ils font un pacte avec le diable, ils donnent leur âme au diable, et si jamais ils gagnent, eh bien ils remportent le jackpot, et il s'avère qu'ils perdent. Et donc on se retrouve dans cette situation où, pour sauver leur âme, ils doivent collecter un certain nombre d'âmes dans le jeu. Donc le but du jeu, ça va être de tuer des boss. Ça va juste être de tuer des boss. Il n'y a pas du tout de parcours avant les boss. On est sur une map et l'idée c'est de tuer du gros boss. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un jeu, enfin pour moi, c'est un jeu qui demande énormément de challenge, qui demande, on ne tue jamais un boss du premier coup. Il y a énormément d'animations, c'est très bien fichu et ça demande énormément de challenge et ça met les nerfs à rude épreuve. Et donc voilà, c'est très intéressant de par sa patte artistique, de par ce qu'il est, de par le côté de challenge. Ce qui est encore plus intéressant, moi je trouve, plutôt que de jouer tout seul, c'est de le faire à deux. Enfin, c'est vraiment dans la question de coopération, je trouve que ce jeu fonctionne encore plus qu'en solo. Et moi je mettrais juste un petit hic, même si ça casse pas la jouabilité, c'est vrai qu'il y a énormément d'animations et d'informations à l'écran qui font qu'au final ça peut être un peu brouillon. Dans sa globalité, ça casse pas trop la fluidité et la compréhension de l'environnement et du jeu, mais ça peut être à la limite et ça peut être un petit peu perturbant à force. Mais sinon, à côté de ça, moi j'ai adoré jouer à ce jeu parce que j'y ai jamais joué tout seul, j'y ai toujours joué avec du monde.
Et ce qui est très drôle justement, c'est d'en chier de se retrouver à deux à en chier et de devoir refaire, et en fait à un moment donné t'en viens à insulter l'autre parce que c'est de la faute de l'autre, et bien sûr que c'est pas la tienne, quoi. Et c'est ça, c'est un jeu bon enfant qui joue un peu sur les nerfs, mais qu'on apprécie, qu'on peut apprécier. Je sais pas si à long terme je l'apprécierais, mais en tout cas sur des petites sessions ponctuelles, je trouve ce jeu super intéressant. Du coup, le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est pas un seul jeu, c'est 3 jeux. 3 jeux, donc Journey, Flower et Flow. Qui ont été des découvertes vachement intéressantes. Donc c'est des jeux qui sont développés par le studio That Game Company, qui était un studio américain. Voilà. Donc les 3 sorties sont faites pour Flow, ça a été en 2007, pour Flower en 2009 et Journey en 2012, qui est certainement le plus abouti selon moi en tout cas. Donc on va être sur des jeux qui se définissent difficilement. En fait, on peut les caractériser comme des jeux action-aventure, mais c'est très large. Pour le coup, Journey est un jeu walking simulator, donc une simulation de marche et de découverte d'un environnement. Mais on va être sur des jeux en fait avec un style très très contemplatif et avec une jouabilité qui est vraiment originale et qui va pas correspondre aux standards du jeu vidéo dont on a l'habitude. Et ça, c'est une norme que s'impose du coup le créateur, enfin une norme, un impératif que s'impose le directeur créatif Genova Shen. Donc, pour parler un petit peu des jeux, je vais commencer par Flow. Flow, qui est le premier du coup, c'est un jeu qui se passe dans des profondeurs du monde subaquatique. On va prendre en main un micro-organisme qui va essayer de se développer sur plusieurs niveaux, plusieurs couches de décor, on va dire. Mais et en gros, il va pour se développer, il va devoir manger d'autres organismes, des cellules sur son passage. Et voilà, en fait, le but c'est juste de développer ce petit organisme avec. Du coup, il commence tout petit, il va petit à petit s'allonger ou grossir, ça dépend, il y a plusieurs types, il y a plusieurs types d'organismes. Et voilà, en fait, le but c'est juste ça, donc ça donne une ambiance très, très méditative, notamment grâce à la musique. Du coup, le compositeur c'est Austin Wintory, qui a aussi travaillé sur Journey, qui a bossé dessus, et c'est vraiment une ambiance où il y a pas grand chose à faire, mais on se laisse porter dans ce truc un peu immersif. Et voilà, il y a aussi le mode de jeu, de jouabilité qui est spécial. C'est je sais plus comment il s'appelle sur les manettes de PS4. Ça va être le fait de bouger sa manette pour diriger la créature. Vous pouvez pas jouer avec les sticks ou autres, ça va juste être vos mains qui vont diriger doucement l'organisme, et c'est pas toujours facile à prendre en main, mais vous allez diriger comme ça au fur et à mesure et aller de plus en plus profond pour arriver à des créatures de plus en plus grosses, de plus en plus agressives aussi parfois, et c'est très intéressant comme expérience. Le deuxième jeu c'est Flower. Flower, le but est très très simple, et en fait vous êtes un pétale dans un décor donné, donc ça peut être très bien un décor mélancolique comme une ville sous la pluie, ou dans une vaste prairie ensoleillée. J'y ai pas beaucoup joué, j'ai découvert ça chez un type qui avait un super matos son, en plus ça aide vraiment à l'immersion, c'est un peu dommage d'avoir cette nécessité d'avoir un bon matos pour avoir une expérience folle de ce jeu, mais c'est un plus. Et du coup voilà, vous êtes un pétale, vous dirigez le vent toujours avec le même système de manette, on joue avec les mains, et vous dirigez le vent et vous devez collecter des pétales comme ça, donc c'est pareil, on est dans de la contemplation, dans un truc très méditatif, très posé, où vous faites votre petit bonhomme de chemin sans avoir d'ennemis, sans avoir de contraintes de jeu ou
où on va essayer de vous arrêter. Là, vous êtes juste libre et vous parcourez un monde avec une esthétique très joviale, on va dire. Enfin, joviale ou... je sais pas comment caractériser ça, mais c'est très joli. Voilà. Et pour Journey, qui est le plus élaboré, je pense. Donc, on va jouer une petite créature, petit humanoïde, on sait pas trop ce que c'est, qui va parcourir toute une odyssée à la recherche d'une civilisation disparue. Donc on va traverser des ruines, on atterrit d'abord dans un désert total, et on va se diriger petit à petit vers des pierres, des structures en ruine qui apparaissent dans notre sillage. Et petit à petit, comme ça, on est en train de découvrir une civilisation, jusqu'à arriver à cette énorme montagne où le jeu en fait nous propose ce truc comme but ultime, et voilà. Et ensuite je vais pas vous dévoiler la fin quand même, quoi. Et voilà. Donc on va avoir quand même des mécanismes de jeu. Là cette fois on peut jouer avec joystick, tout ça, c'est plus classique. On va se balader, on va devoir actionner des choses, et on va avoir la capacité de planer aussi avec notre personnage, de planer dans les airs pour atteindre des objectifs, donc actionner des leviers, trouver des petites écharpes de cette ancienne civilisation, du coup des petites créatures en tissu qui vont nous aider à augmenter nos capacités à voler et à transcender cet univers merveilleux. Voilà. Et donc là la musique c'est pareil, hein, c'est Austin Wintory, et il y a tout un système de musique qui a été élaboré avec ce truc où on va avoir des grosses montées de violoncelle par exemple lorsque le personnage va s'envoler, machin. Enfin ça fait partie aussi de l'intérêt immersif du jeu, quoi. Et voilà, c'est une super expérience que je conseille à n'importe qui. J'ai conseillé à pas mal d'amis d'y jouer. C'est très, très relaxant, et en même temps ça raconte une petite histoire très simple, mais tout est dans le décor, dans la patte et dans la façon dont c'est créé, quoi. Voilà. Et puis, je pense justement, ce qui est intéressant de souligner par rapport à ces 3 jeux, et je pense que c'est aussi pour ça que tu as choisi les 3, alors tu en as parlé vite fait pour Flower, où tu parlais qu'il n'y avait pas d'ennemis. Et justement, je pense que c'est bien de souligner que par rapport à ces 3 jeux, ce qui est intéressant, c'est que, tu l'as dit à plusieurs reprises, on est dans la contemplation, mais qu'il n'y a pas du tout... Enfin, les seuls ennemis qu'on peut avoir dans Flow ou dans Journey ne sont pas des ennemis que l'on attaque, c'est plutôt des ennemis que l'on fuit, ou alors le but de ces jeux-là n'est pas en fait de combattre des ennemis. C'est pas l'intérêt premier, non. Ouais, voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'être dans un moment calme de contemplation, où il y a une harmonie entre le jeu, entre ce qui se passe à l'écran et la musique, puisque de ce que je me rappelle, j'ai pas beaucoup joué à Flower, mais de ce que je me rappelle sur Flow, ou en tout cas sur Journée, c'est qu'il y a toujours, tu l'as dit pour Journée, je crois, il y a toujours un lien entre ce qui se passe visuellement et la musique. Il y a une interactivité, ouais, entre ce voilà. Ouais. Et des moments très poétiques et très calmes, en fait. Chose qui ça sort totalement des cadres de jeux hyper nerveux, comme tout à l'heure par exemple quand je parlais de Cuphead. Là justement on est plus dans un truc très posé, très doux, très contemplatif. Oui, c'est pas du tout la même chose, c'est sûr. Mais c'est d'ailleurs une volonté de Genova Chen et de sa boîte et des employés de la boîte de vouloir créer ce genre de jeu qui sort des standards du jeu vidéo, où justement tu vas... ça crée de la nervosité. Là, le but c'est vraiment d'amener quelque chose de plus centré, de plus émotionnel chez le joueur. Ok. Ouais. Et un petit détail aussi pour Journée qui m'a marqué, c'est qu'on peut avoir de la compagnie. C'est-à-dire que si 2 joueurs jouent en même temps sur la même partie, il se peut que 2 joueurs se croisent comme ça, mais il n'y a pratiquement aucune interactivité entre eux. C'est juste, il y a une personne et en fait vous faites un bout de chemin avec elle, pas forcément tout, hein, vous pouvez juste vous arrêter ou arrêter la partie ou je ne sais quoi, ou passer par un autre chemin. Mais voilà, il y a cette petite singularité du fait que ça peut être joué avec quelqu'un totalement au hasard. Et c'est cette petite entraide dans un jeu comme ça, en fait, ça devient très particulier parce que ça donne envie de collaborer, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens de communiquer, quoi. Ok. Voilà. Et voilà pour cette triplette de jeux, et je vais laisser le dernier exemple à Nicolas.
Alors, du coup, moi je suis parti sur un jeu, donc comme dernière proposition, qui s'appelle Anarcute. Alors pourquoi Anarcute ? Déjà, Anarcute, c'est un jeu donc, qui a été fait par des étudiants français, développé et édité donc, par Anarteam. Et en fait, ce jeu a été fait, ils ont fait ça du coup durant leurs études. Donc le nom de leur école, c'est Supinfogame, donc qui est une école de jeux vidéo français. Donc le concept de ce jeu est simple, pour revenir sur le nom, Anarcute. Donc le but, c'est de faire un jeu intéressant avec le principe d'émeute, avec des petits animaux colorés, dans des environnements colorés. Donc l'idée, c'est que vous avez quelques petits bonhommes, des petits animaux très mignons, avec une musique très mignonne, très gentille. Et l'idée, c'est de créer une émeute et de détruire les forces de l'ordre et l'État mis en place, grosso modo, dans des petits levels qui évoluent au fur et à mesure et en fait où ce sera de plus en plus difficile. Enfin, c'est pas non plus un jeu très difficile. Voilà, donc en soi, vous commencez avec des petits bonhommes, au fur et à mesure, vous allez libérer d'autres petits personnages, d'autres petits animaux qui vont se joindre à votre troupe. Et ensuite, plus vous êtes nombreux, plus vous avez de possibilités d'être plus fort du coup. Et donc, à un moment donné, vous pouvez récupérer des véhicules, des vélos, des voitures, des parasols, des bancs, enfin tout ce qui vous passe par la main, pour jeter sur les forces de l'ordre et sur des bâtiments afin de les détruire. Ou alors sur des pièges afin de passer dans des endroits où il est impossible de passer sans détruire les mines qui sont au sol ou toutes ces choses-là. Ce qui est très intéressant avec ce jeu, j'ai pas donné son genre, c'est un beat'em all et c'est aussi considéré comme un simulateur d'émeute. Donc un beat'em all, pour faire simple, c'est un jeu où le but est de détruire tous les ennemis, enfin un grand nombre d'ennemis qui sont générés sur la carte. Ça se passe habituellement, et ça je trouve ça très très drôle, dans ce genre de jeu, on est souvent en milieu urbain, et c'est souvent axé sur le thème de l'auto-justice. Et je trouve ça très très drôle et très pertinent pour en parler du coup, de par ce qu'est le jeu. Donc voilà, c'est un jeu très très simple, très rigolo, qui se prend en main assez rapidement je trouve. Le but, donc comme je disais, c'est de détruire, de faire régner la paix, la paix, non pas la paix, mais en tout cas de détruire l'ordre en place. Sous couvert de petites musiques gentilles et de petits personnages rigolos dans un univers très, très bonbon, quoi, très coloré. Et du coup, moi personnellement, ce que je trouve super rigolo sur ce jeu, c'est que c'est un anti-frustration par excellence. Il est possible de faire plein de choses grâce à ce jeu. En tout cas, c'est très décontractant de pouvoir avoir une liberté d'action sur des forces qui, dans la réalité, ne nous permettent pas d'en avoir. Et moi, personnellement, c'est ça que je trouve très très intéressant dans ce jeu. Et de le faire avec cette subtilité, de mettre un environnement très comment dirais-je, très cartoon, avec énormément de couleurs, de mettre des petits visages, des têtes d'animaux à la place des visages des personnages. Enfin, je trouve ça juste excellent, quoi. Voilà. Donc un jeu que je conseille à tout le monde, qui permet en tout cas de prendre un petit peu de plaisir. Bien sûr, après, si vous attendez des jeux avec une certaine technique, avec une certaine... C'est original dans son concept, mais bien sûr, tout le monde n'appréciera pas ce genre de jeu, mais en tout cas, je vous le conseille comme moyen de décompresser, en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Très rigolo comme jeu. Donc voilà, je pense que, dans l'idée, on a présenté donc 4 jeux qui nous intéressent, auxquels on a joué.
bien sûr, il y a une multitude de jeux, que ce soit bien sûr dans le jeu indépendant ou dans les licences AAA, mais l'idée c'était de montrer des choses qui peuvent se faire dans le jeu indépendant et qui ne se font pas forcément dans les grosses licences. Ne serait-ce que le dernier jeu qui, dans un certain propos, montrait ce genre de jeu à un grand public. Je ne pense pas que ce soit dans un intérêt général. Bref. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est de montrer l'éclecticité, les possibles amenés par le jeu indépendant. Et à partir de là, il y a énormément de choses à voir autour. Du coup, voilà, je pense qu'on peut conclure sur cette émission. Enfin, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Ouais. Et je pense que c'est aussi bien de stipuler du coup que c'est la première fois que l'on fait ce genre que l'on travaille sur le support radiophonique, quoi. Absolument. Si ça se voit pas, c'est notre premier essai. Ceci est un crash test. Alerte. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Je pense que ce premier épisode sera chiant, long. Et s'il vous plaît, écoutez-le jusqu'au bout. Endurez cette souffrance qu'on vous offre. Putain. Non mais voilà, en tout cas, c'est un premier épisode. C'est vraiment un moyen de... Je pense qu'il faut se planter après pour apprendre aussi de ses erreurs. Et puis, Ouais, puis même au niveau des recherches, en fait, nous, ça nous a fait découvrir des trucs. Et puis on se rend compte que ça demande un travail quand même. Et qu'on va essayer d'aboutir au fur et à mesure des émissions. Et vous rendre un rendu de qualité que vous méritez amplement. Oh là là, tu es si doux, Julien. Dans le sens du poil, toujours les auditeurs dans le sens du poil. Sur ce, bonne soirée à tous. En tout cas, merci d'avoir écouté cette émission. Vous étiez sur Fragzone. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.